Bonjour à tous, chers téléspectateurs d'Event News TV. C'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons après ces quelques moments d'absence dus à des soucis physiques. Comme vous pouvez désormais le constater, chers téléspectateurs, nous revenons avec tout le punch nécessaire pour vous servir avec nos invités des débats engagés pour faire triompher chaque fois la vérité en donnant une information sans couleur. Aujourd'hui, dans le cadre de cet autre numéro de notre émission Les grandes questions d'actualité, nous recevons Théophile Kouamouo. Théophile Kouamouo qui est journaliste, auteur, patron de presse et surtout auteur d'écrits sur la crise ivoirienne. Avec lui, nous allons évoquer cette retentissante affaire des écoutes téléphoniques subversives qui supposait entre Soro Guillaume, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, et M. Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso et surtout proche du dictateur déchu du Burkina Faso, M. Blaise Compaoré. Bonjour M. Théophile Kouamouo. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merci beaucoup. Alors, ces derniers jours, vous êtes accusé par les services et partisans du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire d'avoir mis sur la place publique une conversation privée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et quelle est l'histoire de ces écoutes et comment est-ce que vous avez pu entrer en possession de ces écoutes qui aujourd'hui défraient la chronique entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire? Bon, l'histoire de ces écoutes, c'est que cette bande circulait depuis plusieurs semaines au sein du microcosme politique ivoiro-burkinabé. Les proches du Premier ministre burkinabé de transition, Isaac Zida, en avaient déjà parlé. Des médias en avaient déjà parlé sans pour autant les produire. On savait qu'est-ce qui était contenu dans ces écoutes, on savait la gravité de ces écoutes, mais ils n'avaient pas encore publié les écoutes. Donc ça circulait tout de même dans les mails, dans les services de messagerie privés. Et en fait, il s'est trouvé que j'ai reçu dans le cadre privé, c'est-à-dire sous l'anonymat des mails, quelque chose, et j'ai pris la responsabilité de le mettre sur la place publique parce qu'il était important de faire réagir les différents acteurs qui étaient en train de s'exprimer dans cette bande. Et au-delà de tout cela, la classe politique à Abidjan, à Ouaga, la société civile, il faut faire avancer l'affaire, il faut empêcher les étouffeurs d'étouffer. Il fallait bien que quelqu'un se dévoue. J'ai profité de la visibilité que j'ai sur Internet et de la petite crédibilité que j'ai tout de même pour rendre public et pour susciter le débat sur ces écoutes. Voilà ce qui s'est passé. Alors, sur ce plateau, nous avons reçu dernièrement l'un des conseillers de M. Soro Guillaume, en l'occurrence M. Franklin Nyamsi. Ce dernier vous accuse ouvertement d'être un pyromane de l'information, je le cite ainsi, d'avoir surtout, au mépris de la déontologie du journalisme, publié une conversation privée entre deux officiels de deux pays frères. Il a même annoncé une plainte contre vous. Par contre, son patron, Soro Guillaume, fait lui savoir que ces écoutes auraient pour origine les États-Unis. Alors donc, face à cet imbroglio, qu'est-ce que vous répondez à tout ça? La confusion qui caractérise leur communication est à mon avis révélatrice du désespoir, de la confusion dans laquelle eux-mêmes ils se trouvent. Donc tout ce que je voudrais dire, c'est que l'origine des écoutes, c'est entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Il ne faut pas aller très loin pour chercher ce qui est tout près. En fait, des services ont mis sur écoute d'une manière ou d'une autre ces deux hommes. Et alors on les a entendus parler de choses qui n'ont absolument rien à voir avec la vie privée, mais qui relèvent de l'intérêt public. Et en fait, la mise à la disposition du public des documents d'intérêt public, c'est un peu l'essence même du journalisme. Donc je ne suis pas sûr que M. Nyamsi soit journaliste, et je ne pense pas qu'il connaisse la déontologie des journalistes, sinon il ne le dirait pas. Oui, mais il vous traite de pyromane de l'information. Bon, ça, je lui laisse la responsabilité de ses propos. Et je pense qu'il est possible, je me réserve le droit en fait de lui porter plainte. Il est possible que je le fasse, comme il est possible que je ne le fasse pas, parce qu'a priori, la diffamation, bon, nous y sommes habitués, mais s'il va trop loin,
je ferai quelque chose. En revenant à l'histoire de ces écoutes, on se souvient très bien que un journal avait annoncé sur la place publique, un journal connu, que ces écoutes existaient bel et bien. Alors la partie burkinabé, jusque-là, elle n'a pas encore été claire sur ces écoutes. Est-ce que vous avez eu l'opportunité de publier sur le net, est-ce que c'est les mêmes écoutes que le Burkina a en sa possession? Il y a encore là aussi un autre souci. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression, vous, d'avoir balancé quelque chose qui réellement devait encore être authentifié? En réalité, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret. En fait, dans l'histoire des fuites, orchestrées par des membres du CERA, et quand il y a fuite, c'est qu'il y a volonté de cacher quelque chose, d'une part, et de l'autre, une volonté de révéler. Donc s'il y a eu des fuites, c'est bien parce qu'il y a des étouffeurs quelque part entre Abidjan et Ouaga qui veulent juger cette affaire de manière partielle, c'est-à-dire mettre hors d'état de nuire un certain nombre d'acteurs politiques burkinabés, tout en préservant les relations avec un certain nombre d'acteurs en Côte d'Ivoire, notamment parce qu'il existe toute une série de liens entre le personnel politique de Ouaga et d'Abidjan, des liens qui se sont consolidés et structurés pendant toute la période de la rébellion en Côte d'Ivoire, qui est une rébellion qui a enrichi des gens au Burkina Faso aussi. Et je pense que les liens profonds et multiples qu'entretiennent des personnalités ivoiriennes comme Guillaume Soro et Alassane Ouattara, avec certains officiels burkinabés qui sont en position de pouvoir ou qui le seront peut-être dans quelques jours. Bon, tous ces liens-là expliquent un peu la danse de sorciers autour de ces écoutes téléphoniques, c'est-à-dire elles existent, mais on se réserve le droit de ne pas les utiliser si quelque part on trouve un accord ou un autre avec Abidjan. Je pense que c'est le fond de l'affaire et c'est pour ça que vous pouvez constater que les fuites se multiplient et s'accélèrent au fur et à mesure que les élections approchent. En fait, il y a des gens à Ouaga qui veulent rendre inéluctable un vrai déballage, un vrai procès, avec les conséquences judiciaires que cela implique, et puis il y a des gens qui ne le veulent pas. Et donc, la sortie du ministre burkinabé délégué à la sécurité montre un peu cette indécidabilité. Il prétend qu'il ne sait pas, il n'a pas entendu. Oui, il ne sait pas ce qui s'est passé. Lui, il n'a pas vu ce qui s'est passé, ce qui a été publié sur Facebook, mais seulement il sait que des écoutes existent. Alors, imaginez que vos services ou bien des services amis procèdent à des écoutes et que ces écoutes fuient. Vous n'êtes pas, vous dites que des écoutes existent, vous ne voulez pas vérifier si ce qui a fui est ce que vous avez vous-même recueilli ou bien capturé. C'est curieux tout cela, ce n'est même pas pensable. En réalité, s'il n'a pas écouté, c'est soit de l'incompétence, soit un mensonge en réalité. Mais vous, Théophile Kouamouo, est-ce que vous n'avez pas aussi le sentiment que quelqu'un veut nuire, par exemple, à Soro Guillaume en mettant ses écoutes là sur la place publique? Vous n'avez pas ce sentiment aussi, par exemple? Bien entendu, tout informateur est intéressé, ça c'est une des règles de base du journalisme. Quand quelque chose sort, c'est parce que quelqu'un a intérêt à ce que ça sorte, ça c'est sûr. Et Guillaume Soro a un certain nombre d'ennemis dans son camp, en Côte d'Ivoire, hors de son camp, à l'étranger. Il a beaucoup d'ex-amis aussi. Donc effectivement, il y a beaucoup de gens qui souhaitent qu'il lui arrive quelque chose. Venons-en au fond de cette affaire. Dans cette conversation, il était question du coup d'État raté. Les gens parlaient comment se réorganiser pour faire durer cette affaire. Et dernièrement, la transition a mis sur pied une commission d'enquête qui vient de rendre ses conclusions. Et on parle d'un financement à hauteur de 160 millions venus d'Abidjan. Alors, c'est inquiétant ça. Oui, c'est inquiétant, mais même cette commission d'enquête, son texte en dit trop ou pas assez. C'est-à-dire que le texte cite beaucoup d'acteurs locaux, mais se garde bien de citer des acteurs internationaux, ne cite que le nom de 2 pays et une somme, dont a priori c'est très vague. Tout ça participe d'une logique qui voudrait qu'à un moment donné, on rétropédale si on a envie de rétropédaler ou on avance si on a envie d'avancer. Et aussi, je pense qu'il ne faut pas oublier que Guillaume Soro et les autres
figures de la rébellion ont accumulé un certain nombre de biens au Burkina Faso et quelque part ils pourraient également s'exercer un certain nombre de chantages ou d'arrangements sur autour de ces biens qui pourraient être cédés ou pas. C'est complexe et je pense que nous sommes dans un vrai imbroglio et les élections permettront d'en savoir plus sur la vraie volonté de lutte contre l'impunité du nouveau chef de l'État parce qu'après tout, il y a eu des morts durant ces événements. Il faut bien qu'ils aient justice. Alors, le silence du gouvernement ivoirien depuis le déclenchement de cette affaire intrigue aussi plus d'un observateur et inquiète. On se demande pourquoi, depuis lors, le gouvernement ivoirien n'a pas réagi, surtout que le numéro 2 du régime est accusé ouvertement par ses écoutes. En tout cas, ils ne lui ont pas adressé leur motion de soutien, en gros. Ils ne se sont pas précipités pour le défendre, ni le parti politique au pouvoir, ni les figures de l'exécutif n'ont montré à Guillaume Soro une quelconque solidarité. C'est la première chose qu'il faut remarquer, parce qu'a priori, ils auraient pu s'indigner, se solidariser, ils n'ont rien fait de tout cela. Alors, en revanche, ils n'ont pas non plus pris des mesures pour éclaircir l'affaire, notamment ils n'ont pas ouvert d'enquête, parce qu'il y a quand même des éléments nouveaux sur l'assassinat de Désiré Tagro et d'Ibrahim Koulibaly qui figurent dans ces écoutes. A priori, le procureur ne s'est pas saisi pour confirmer ou infirmer l'authenticité des écoutes. La famille aussi de Désiré Tagro ne s'est pas manifesté, en tout cas pas officiellement. Si, son frère aîné s'est manifesté. Il souhaite que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Idem pour le FPI, pardon. Oui, mais en fait, est-ce que son frère aîné a la légitimité pour aller en justice et demander une ouverture d'une enquête? Je ne sais pas exactement. C'est une grande question qui est sur la table. En tout cas, il ne suffit pas de dire que c'est pas bien ce qui lui est arrivé, mais il faudrait peut-être demander qu'une enquête soit ouverte. Parce qu'il a quand même des ayants droit, des héritiers, des enfants qui méritent que la vérité soit connue. Bon, alors effectivement, il y a beaucoup de blocages sur le chemin de la vérité, mais je pense qu'il est important que cette vérité soit sûre, parce qu'il faudrait qu'on cesse de considérer des actes de terrorisme en Afrique comme des actes ordinaires. C'est-à-dire que, bon, nous qui vivons en France, nous avons été, il n'y a pas longtemps, des victimes du terrorisme. Des dizaines de personnes, plus de 100 personnes sont mortes dans des conditions effroyables. Effectivement, les services de l'État sont en branle. Effectivement, tout le monde se met d'accord pour donner aux vies qui se sont enfuies, enfin qui ont été arrachées, ouais, la valeur qu'elles avaient. Mais le 19 septembre 2002 en Côte d'Ivoire, il y a eu plus de morts en fait que le 13 novembre 2015 à Paris. Mais en fait, on n'a jamais voulu considérer ces actes-là comme des actes de terrorisme. Et en fait, les actes qui sont décrits dans cet enregistrement relèvent tout autant du terrorisme. Mais bon, on n'a pas voulu... parler, évidemment. On ne veut pas aller loin, on veut toujours mettre la politique au-dessus des droits légitimes des victimes. Et ça, c'est la question qui va se poser au futur exécutif burkinabé. Est-ce qu'il va narguer les victimes ou bien alors est-ce qu'il va aller le plus loin possible? Est-ce qu'il va mener une enquête dont l'exemplarité fera que des personnalités étrangères ou locales n'oseront plus jouer avec les destins des citoyens ordinaires pour le pouvoir? Ça, c'est la question fondamentale. C'est une question fondamentale. De civilisation qui se pose à l'Afrique. Il faut à un moment donné qu'on apprenne à respecter la vie des nôtres avant de demander aux autres de respecter nos vies, avant de s'indigner quand ceux qui respectent la vie de leurs compatriotes les pleurent avec tout le sérieux que cela est et le caractère conséquent que cela implique. Alors, Soro Guillaume, qui continue de mettre en doute l'authenticité de ses écoutes, n'a toujours pas porté plainte officiellement. De votre côté, est-ce que vous avez l'intention de porter cette affaire devant la justice, vu maintenant les menaces physiques qui sont brandies contre les auteurs de cette fuite sur la toile, dont vous faites partie, évidemment? Bon, en tout cas, pour l'instant, je suis en train de discuter avec des amis qui se sont constitués, enfin, qui sont venus à mon secours et qui se trouvent être des avocats.
Je ne suis pas sûr que je porterai plainte parce que j'ai beaucoup de défis d'autre nature, mais si les menaces persistent, je serai obligé de le faire. Théophile Kouamouo, en même temps avec vous, et c'est par ça que nous allons terminer, en même temps avec vous, le parti du président Laurent Gbagbo a été accusé, a été coulé au pilori comme étant partie prenante du complot sur la divulgation de cet enregistrement sur la place publique. Alors, vous êtes devant notre caméra ici, qu'est-ce que vous pouvez répondre à tout ça? En tout cas, à aucun moment je n'ai eu affaire au Front populaire ivoirien, mais je pense que c'est un peu normal. C'est-à-dire quand vous faites face à l'adversité, vous essayez de ressouder les rangs en appelant, en brandissant des épouvantails. Peut-être qu'en évoquant le parti de Laurent Gbagbo, ils espèrent mobiliser les partisans d'Alassane Ouattara qui jusqu'à présent en tout cas, ne se mobilisent pas plus que ça à leur côté. Voilà, chers confrères, merci. C'est par ces mots que nous allons terminer cet entretien. Mais avant de nous quitter, est-ce que vous avez un mot de fin? Mon mot de fin, c'est que je félicite Even News et je vous encourage à continuer de travailler avec dévouement pour l'information des Africains. Merci beaucoup Théophile Kouamouo, merci d'avoir accepté notre invitation. Téléspectateurs de 20 News TV, merci pour votre fidélité. Nous recevions Théophile Kouamouo qui est journaliste. Il est aussi auteur de plusieurs ouvrages sur la crise ivoirienne. Il est aujourd'hui centralement accusé d'être l'auteur des divulgations des écoutes sur la conversation entre Guillaume Soro et Djibril Bassolé. Nous l'avons reçu, il a donné sa part de vérité. Merci pour votre fidélité. On se retrouve pour un prochain numéro. À bientôt.